Me voici aujourd'hui de retour des États-Unis, où j'ai assisté à une conférence de notre organisation internationale, l'Institut Schiller. Là se trouvent des forces politiques qui renouent, c'est une véritable renaissance, qui renouent avec le courant des pères fondateurs de Benjamin Franklin, de Hamilton, des pères fondateurs véritablement de ce qu'a été l'Amérique. L'Amérique comme projet, comme révolution, comme guerre d'indépendance contre l'Empire britannique. Alors qu'aujourd'hui, l'Empire britannique, de façon ou de l'autre, s'est réintroduit dans le débat aux États-Unis et a provoqué cette crise de l'histoire que nous connaissons. Alors, c'est au nom des gens que j'ai pu rencontrer là-bas, comme Scott Ritter, l'expert des armes de dissuasion massive, et qui a prouvé qu'en Irak, il n'y en avait pas. Ray McGovern, qui est un ancien de la CIA, qui était sous Kennedy et qui servait Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, et qui s'est retourné contre la CIA telle qu'elle opère aujourd'hui et contre les élites politiques américaines de notre temps, qui sont de fausses élites. Alors, au cours des discussions, autour des analyses avec tous ces gens-là, il en résulte que, en effet, ce que je savais déjà, mais que c'est approfondi par ces discussions et par ce qui arrive, on se trouve dans une des pires crises qu'ait connue l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, les Ukrainiens ont lancé cette opération Spider Web, toile d'araignée, contre la Russie. Alors qu'ils aient lancé une opération contre la Russie, ça fait partie de la guerre. Mais là, ils ont lancé cette opération contre les bombardiers stratégiques intercontinentaux porteurs éventuels d'armes nucléaires russes. Et ils en ont détruit 9, disent les Russes, 40 disent les Ukrainiens, peu importe. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est la possibilité par la Russie de mener une guerre stratégique à l'échelle du monde qui se trouve atteinte. Donc il ne s'agit plus de l'Ukraine, c'est bien au-delà. Imaginez un instant que une puissance étrangère ait bombardé les sites de B-52H américains, les bombardiers américains qui sont équivalents à ceux des Russes, en Louisiane ou au Dakota du Nord. Vous avez vu comment auraient réagi les États-Unis. Donc là, c'est quelque chose de très grave. Et ça, c'est passé une ligne rouge en ce qui concerne la conception, disons, de la guerre ou de pas la guerre dans le monde actuel. De plus, on a vu que les Ukrainiens ont détruit deux ponts sur des autoroutes, l'un qui est tombé sur une voie ferrée, l'autre qui est tombé sur une autoroute. Bref, qu'il y a eu toute une opération probablement préparée depuis longtemps. Et ce qui est très grave, c'est qu'il y a toute une discussion aux États-Unis pour savoir si Trump savait ou ne savait pas. Donc, il est possible que Trump n'ait pas su. C'est ce que disent différents organes américains qui sont tout à fait dans les secrets, les petites choses qu'on se dit pas, bref, qui sont dans le milieu du Sénat, du Congrès et de la présidence. Ces gens-là disent que Trump ne savait probablement pas. Donc voilà que quelque chose qui peut créer une situation de guerre n'est pas connu du président de la République. Et si le président de la République, si Trump savait, c'est tout aussi grave. C'est que, sachant, il a renoncé à sa politique de paix qu'il essayait de développer avec la Russie. Alors c'est une situation qui est plus grave dans ce sens que la crise des missiles de Cuba, où il n'y avait pas eu d'échange militaire, d'échange bombardier. Les Américains n'avaient pas bombardé les fusées russes à Cuba. Donc là, on est dans une crise des missiles de Cuba à l'envers, mais qui est allée plus loin que les situations qu'il y avait à Cuba en 1962. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui sont les va-t-en-guerre, comme des sénateurs, comme Lindsey Graham, très proche de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, et Blumenthal, sénateur Blumenthal. Tous deux veulent imposer des sanctions avec des droits de douane énormes à tous les pays qui ont des rapports avec la Russie, où la Russie vend, auquel la Russie vend l'uranium, le pétrole, le gaz. Ça serait imposé d'ailleurs entre parenthèses des sanctions aux États-Unis eux-mêmes, puisque les États-Unis achètent encore de l'uranium raffiné russe et que la France achète encore
du gaz naturel liquéfié russe, mais c'est une autre histoire. On est dans l'absurdité, bref. On est une absurdité, mais une absurdité très dangereuse. Ou en Europe, la coalition des volontaires, avec un nom que George Bush avait adopté, qui avait été adopté aux États-Unis au moment de la guerre contre l'Irak, cette coalition des volontaires se réunit dans un train allant à Kiev. Eux vont à Kiev, ils encouragent Zelensky à poursuivre la guerre, une guerre que, on sait sur le terrain, est déjà perdue, alors que Blumenthal et Lindsey Graham, eux aussi, sont allés à Kiev le 30 et 31 mai pour encourager Zelensky. Donc, la crise est si grave, est tellement grave, que parce que ce n'est pas quelque chose où les Européens voient en guerre et les Américains sont plus modérés avec Trump. C'était une crise de l'OTAN. Et les Russes disent, c'est en effet une crise de l'OTAN, on va voir si l'OTAN est capable d'être réaliste ou pas. Notre ami et militant Sébastien Perimoni, qui est allé à Moscou récemment avec le colonel Hogar, a vu de près les Russes qui disent, en effet, c'est l'OTAN, et il faut que l'OTAN évite de nous conduire sur un affrontement qui pourrait être très vite, ou qui pourrait monter très vite au seuil nucléaire. Donc voilà où on en est. C'était la réunion sur la sécurité de l'Union fédérale de Russie, le Conseil fédéral de Russie. Donc voilà où on en est. C'est très grave. Et il serait bon en Europe qu'on prenne conscience de jusqu'où peut aller cet affrontement, si rien n'est fait, pour ramener la diplomatie, la négociation, et, disons, un contexte raisonnable, où les Russes soient assurés que l'Ukraine sera un pays neutre et un pays où les forces de l'OTAN ne seront pas déployées. Or, on sait que Starmer, Macron et Merz, qui est le va-t-en-guerre allemand, tous ont dit on pourrait déployer des forces militaires en Ukraine, certes pas sur le front, mais on pourrait les déployer. Et Merz prépare le déploiement, où il l'a déjà fait, on ne sait pas très bien, des missiles Taurus en Ukraine. Les missiles Taurus sont des missiles de 300 km de portée, qui peuvent porter des charges nucléaires allemands. Donc on en est là. Et les Russes ont dit que si, en effet, ces missiles Taurus étaient en Ukraine, ils pourraient être une cible de leur bombardement, bien entendu, mais aussi les villes ou les usines proches de villes où ces missiles sont produits en Allemagne. Donc les Allemands seraient co-belligérants et pourraient être atteints. Donc tout ça, vous me direz, est encore au niveau des discussions, mais la voie est tracée et va dans cette direction d'un affrontement. Et d'un côté, à Moscou, il y a de plus en plus de gens qui disent que peut-être Poutine serait trop modéré, qu'il faut une offensive absolue en Ukraine et triompher en Ukraine parce que les conditions sont favorables et aller jusqu'à Kharkov, jusqu'à Odessa, peut-être plus loin. Donc on en est là. Et si on va dans cette direction, c'est bloc contre bloc, et c'est les conditions d'une guerre future. Alors, pour l'éviter, il faut aller vers une nouvelle architecture de sécurité. En Europe, c'est ce que demandaient les Russes en fin 2021. Une architecture de sécurité en Europe, c'est ce que j'avais dit moi-même en 2002 lorsque j'étais à Moscou. Et j'avais été tout à fait bien accueilli par tous les vieux ambassadeurs de l'Académie politique du ministère des Affaires étrangères de Russie. Ils attendaient ça, la sécurité et le développement mutuel. Si on n'a pas cette nouvelle architecture internationale de sécurité et développement mutuel, on est dans les conditions de la guerre. Même si on l'évite à court terme grâce à l'attitude de Trump, on aura les conditions de cette guerre, d'autant plus que les États-Unis, avec Stephen Miran, avec David Sachs, avec Scott Bessent, sont dans une vision dollar, prééminence du financier, alors tout le système financier repose sur des choses qui ne sont pas l'économie physique, qui ne sont pas l'économie réelle. Donc à terme, le risque aussi est là. Et à terme, disons, de quelques mois, quelques semaines, tout le système financier peut sauter. Donc ça, c'est l'autre risque. Par-delà, même si Trump a une politique de businessman pacifiste, tout le système sur lequel il retrouve, c'est plus l'horreur à Gaza. Donc voilà la situation dans
laquelle on se trouve. Alors comment en sortir? Oui, il faut cette nouvelle architecture, mais il faut aussi des négociations, une vision diplomatique. Les dirigeants chinois ont organisé à Hong Kong une conférence sur une association pour la modération dans les affaires internationales. C'est positif, c'est du point de vue du Sud global, de la nouvelle majorité mondiale, qui veulent une politique de paix permettant leur développement. Certes, ils n'ont pas le sens, comme nous l'avons dans notre organisation et ce qui a été discuté aux États-Unis, d'une politique de développement mutuel basée sur des contrats à long terme, à faible taux d'intérêt pour les infrastructures, sur, disons, un rééquilibrage de leur système de monnaie, et une économie qui ne soit plus une économie de la monnaie, où la monnaie ne soit qu'un instrument, et qui soit une économie de la création humaine, du développement mutuel et des principes de moindre action, de moindre temps, qui sont l'application pour découvrir de nouveaux principes physiques qui, sous forme de technologie, alimentent l'économie. Donc on doit en arriver là si on veut vraiment la paix. Et ça doit être l'objet d'une discussion internationale. Alors c'est pour cela que nos amis se battent aux États-Unis, pour cela que nous nous battons en France. Et je pense que c'est une question de vie ou de mort, de paix ou de guerre aujourd'hui. Et que chacun d'entre vous, non seulement doit en être conscient, mais se mobiliser avec tous les moyens dont il dispose pour se rapprocher de nous. Ou bien, s'il pense que se rapprocher de nous, c'est aller trop loin, se battre, où qu'il soit, pour la paix. Nous avons une coalition internationale qui s'appelle la Coalition internationale pour la paix, tous les vendredis, 17h, et qui peu à peu forme un groupe de gens qui comprennent vers quoi ils sont entraînés et comment on peut en sortir. Voilà, c'est le message que je voulais porter aujourd'hui.